Allez, c'est parti, on est en direct. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'actualité sociale avec le cabinet d'avocats Capstan. Je me présente, donc je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et je vais laisser la parole à Fabrice et Coralie. Et je crois que c'est Coralie qui va parler, c'est ça? Toujours. Toujours. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Coralie Letty, avocate collaboratrice au sein de Capstan. Je suis en particulier rattachée au bureau de Marseille, même si on intervient partout en France et qu'on a le plaisir parfois de venir jusqu'à Lille. Au quotidien, je travaille avec Fabrice. Capstan, comme vous le savez, se résume en tout exclusivement au niveau du droit du travail. On accompagne exclusivement les entreprises en conseil, contentieux, formation, et également on fait des audits, que ce soit dans le cadre d'une acquisition ou d'une cession d'entreprise. Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Coralie a, comme d'habitude, tout dit. Elle me laisse rien. Donc, Capstan, effectivement, spécialiste en droit du travail. J'ajouterai juste un point, effectivement, sur lequel on intervient aussi, outre tout ce que tu viens de dire, c'est l'aspect accident du travail ou maladie professionnelle, qui est un vrai besoin dans beaucoup d'entreprises et en particulier selon les secteurs, puisque, effectivement, il peut y avoir des forts impacts, notamment sur le compte employeur. Donc, c'est aussi un domaine dans lequel Capstan intervient. Plus globalement, Capstan intervient dans toutes les matières juridiques liées à la relation de travail. Parfait. Et du coup, je fais la petite instant promo aussi pour QuickMS. Ça va durer 30 secondes. Et après, on attaque le webinaire. Donc, du coup, QuickMS, on est une société, on a été créé en 2018. Notre objectif, c'est d'accompagner les RH au quotidien. Et pour ce faire, on a deux logiciels. Un premier logiciel qui s'appelle Graphique et qui permet, en fait, qui est une BI RH et qui permet d'automatiser vos rapports légaux. Et le deuxième logiciel, c'est Crew. Et c'est un logiciel qui permet de digitaliser tous les entretiens, les enquêtes, les formations, etc. Donc pour le webinaire, on va commencer juste les petites règles du jeu. Vous avez des chats donc qui est assez actif. Voilà, bonjour à tous, pour ceux qui sont dans le chat. Vous avez un onglet questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, mais si vous les posez dans le chat, on les prend quand même, il n'y a pas de problème. Et ben c'est parti, je vais pas partager mon écran, vous me dites si c'est OK, si vous le voyez bien. C'est bon. Et je commence par un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 qui porte sur un sujet qui n'est pas forcément traité régulièrement, mais qui est très intéressant puisqu'en pratique, vous allez le voir, un accord d'entreprise aurait pu se poursuivre encore une année, donc il y a un enjeu pratique et opérationnel pour l'entreprise. C'est le sujet de la dénonciation des accords collectifs à durée déterminée. Je souligne d'autant plus l'importance de ce sujet que je rappelle que depuis la dernière réforme légale, dont j'ai oublié la date, mais peu importe, un accord collectif, si rien n'est inscrit à ce titre dans l'accord lui-même, est par défaut, d'après le Code du travail, à durée déterminée de 5 ans. Donc, ça signifie qu'il faut porter attention dans la rédaction des accords sur la clause de durée de l'accord, si notamment on veut le faire à durée indéterminée ou à une durée déterminée différente de cette période de 5 ans. En l'occurrence, dans cet arrêt, il est question d'un accord à durée déterminée qui, je vais y venir, prévoit lui-même les conditions de son renouvellement tacite, mais aussi du coup de la dénonciation qui peut intervenir pour éviter ce renouvellement tacite. Et l'accord prévoit lui-même le délai de prévenance à respecter à ce moment-là si l'une des parties veut remettre en cause l'accord avant qu'il ne se renouvelle. En l'occurrence, c'était un préavis de 3 mois avant l'échéance et donc le renouvellement qui était prévu. Dans ce dossier, l'une des organisations syndicales de l'entreprise avait saisi le tribunal judiciaire afin de faire juger que l'accord avait été renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période. Alors, c'était pas de 1 an, c'était de 4 ans, compte tenu, d'après cette organisation, de la dénonciation tardive de l'accord par
l'UES, puisqu'en l'occurrence, c'était pas une société unique, mais c'était un accord d'unité économique et sociale. C'était un accord donc de 4 ans, et donc le syndicat disait il n'a pas été dénoncé à temps, et donc il doit repartir pour une période du 7 juin 2023 au 6 juin 2027, en l'occurrence. Le sujet qui a été du coup porté devant la Cour de cassation, c'était finalement celui de savoir comment ça fonctionne dans le cadre où l'accord lui-même, donc là ici l'accord collectif à durée déterminée, prévoit les conditions de son non-renouvellement et le préavis. Et si je comprends bien les termes de l'arrêt, puisqu'on n'a pas tous les détails des faits, il semble que ça aurait pu se jouer à un jour près, puisque d'après ce que l'on voit dans l'arrêt, une lettre recommandée de dénonciation a été adressée le 3 mars 2023 et a été reçue le 7 mars 2023 pour un renouvellement qui devait intervenir le 7 juin. Donc on était pile, je dirais, dans les 3 mois. Et donc la question semblait être là. Et plus généralement, c'était la question, au-delà donc de l'appréciation du décompte du délai de préavis, la question même de savoir finalement si un accord collectif à durée déterminée pouvait lui-même prévoir ces stipulations pour son non-renouvellement. Effectivement, l'organisation syndicale qui avait fait l'action reprochait devant la Cour de cassation au tribunal judiciaire d'avoir considéré qu'il y avait eu une dénonciation correctement faite, finalement en disant on aurait dû écarter les règles de dénonciation prévues par la loi pour les accords à durée indéterminée. Le syndicat disait donc, en fait, le premier juge avait appliqué la loi pour les accords à durée indéterminée alors que c'était un accord à durée déterminée, oubliant, je dirais, que l'accord lui-même prévoyait justement les modalités de sa dénonciation. Alors, quelle est la position de la Cour de cassation ? Déjà, la Cour de cassation, elle rappelle un premier point, ce sont les termes du Code du travail, et notamment l'article L 2222-6, qui dit que la convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. Autrement dit, accord à durée indéterminée ou accord à durée déterminée, c'est l'accord lui-même qui doit, au terme de la loi, prévoir ses modalités de dénonciation, notamment le préavis. Deuxième point du raisonnement, la Cour de cassation énumère, je ne vais pas toutes les rappeler, l'ensemble des règles de computation des délais en matière civile. Et notamment rappeler que quand on décompte un délai en mois ou en années, eh bien, le délai ça va s'arrêter au même jour ou du même quantième. Et de la combinaison de tout ça, elle en tire finalement que oui, l'accord à durée déterminée peut fixer ses modalités, et en l'occurrence, que la lettre était arrivée le 7 juin juste à temps, le dernier jour, c'est-à-dire le dernier quantième possible, de telle sorte qu'il n'y avait effectivement pas lieu au renouvellement et que l'accord avait été valablement dénoncé. Alors dans tout ça, ce qu'il faut en retenir à mon sens, c'est deux choses. Premier point, d'abord un rappel, comme je le disais, n'oubliez pas de traiter vos clauses de durée dans l'accord, qu'ils soient durée indéterminée ou durée déterminée, elles ont un vrai intérêt, puisque c'est à ça que va se raccrocher le juge. Et deuxième élément, je fais le lien, la Cour de cassation finalement nous rappelle bien que oui, même pour un accord à durée déterminée, la règle se trouve dans l'accord, et oui, on peut donc ne pas renouveler un accord à durée déterminée si les modalités de dénonciation prévues par l'accord lui-même ont été respectées, ce qui était le cas en l'espèce, donc d'où l'importance de particulièrement faire attention à la rédaction de ces clauses. Donc voilà pour cet arrêt. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Non, il n'y a pas de questions. Donc on peut passer au second. Au second. Deuxième arrêt qui porte cette fois sur la reconnaissance d'un AT ou d'une maladie professionnelle par la CPAM et l'incidence que ça a vis-à-vis du juge prud'homal qui doit effectivement retenir la position qu'aura adoptée la CPAM. Alors, de manière dans le cadre de l'introduction, souvenez-vous, le mois précédent, dans le cadre du précédent webinaire, on avait déjà évoqué une décision rendue par la Cour de cassation le 18 septembre, qui intéressait un autre aspect de la question souvent posée au Conseil de prud'homme, à savoir lorsqu'il y a un litige qui porte sur l'origine professionnelle de l'inaptitude d'un salarié, quel examen mène le juge,
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de cette question-là. Alors, on avait rappelé dans la précédente décision, donc celle effectivement du mois passé, que parmi les 3 conditions cumulatives qui sont posées par la jurisprudence et que le juge prud'homal doit analyser pour dire si on retient ou à l'inverse, on ne retient pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, 3 conditions cumulatives. La première, c'est l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le deuxième, c'est la caractérisation du lien de causalité. Et c'est tout l'objet finalement de l'apport de la Cour de cassation dans cet arrêt, puisque la Chambre sociale avait rappelé que la caractérisation d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude passait par un lien même partiel entre l'inaptitude et l'accident du travail. Et ensuite, la dernière condition cumulative, c'est la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie au moment du licenciement. Dans le cadre de la décision qu'on va examiner aujourd'hui, c'est sur la première de ces conditions à réunir pour dire si l'origine professionnelle est à retenir dans le cas de l'inaptitude, c'est l'existence d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle. Là, tout est dans le titre, bien évidemment, puisque, comme c'est résumé, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident va s'imposer au juge prud'homal lorsqu'il aura à examiner le dossier dans le cadre d'un tel contentieux. Alors ici, les faits étaient assez résumés de manière simple. Il s'agissait d'un salarié qui avait été engagé en qualité de tuyauteur. Il avait très rapidement été victime d'un accident qui avait été reconnu comme un accident du travail par la CPAM. Il est par la suite déclaré inapte et dans le cadre de cette demande qui porte devant le Conseil de prud'homme, il cherche effectivement à obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude. Il n'a pas été suivi par la Cour d'appel qui avait jugé qu'il appartenait au salarié de rapporter toute la preuve que l'accident du travail avait une origine professionnelle, en tout cas que cet accident demeurait et était bien constitué, alors que la position du salarié, à l'inverse, était de dire attention, Conseil de prud'homme, vous avez effectivement une appréciation souveraine dans le cadre de l'analyse des 3 conditions cumulatives pour savoir si l'origine professionnelle est à retenir ou pas. Mais par contre, en ce qui concerne la réalité de l'accident, je n'ai pas, moi, salarié, à en faire la preuve dans la mesure où cet accident a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et au-delà, décision que vous n'avez, vous, employeur, jamais contestée. Par voie de conséquence, lui, il dit, je n'ai pas à rapporter la preuve d'un quelconque accident dans la mesure où ces 2 éléments sont réunis. Donc, vous n'avez pas, vous, juge prud'homal, la capacité à évincer cette décision et à mener une analyse pour dire si oui ou non cet accident est reconnu. Cette décision de la CPAM s'impose. Et effectivement, de ce point de vue-là, la Cour de cassation va casser l'arrêt, donne raison aux salariés, et la Cour de casse, effectivement, ici, rappelle qu'elle vient poser le principe, dans cet arrêt du 18 septembre, que lorsqu'un accident de travail ou une maladie professionnelle a été reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie, cette décision ne peut pas être remise en cause. Donc, autrement dit, cette décision s'impose au juge prud'homal, auquel il reviendra alors effectivement de se prononcer sur les 2 autres conditions, donc du lien de causalité, et savoir si effectivement l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment où la procédure de licenciement a été engagée. Donc, il ne peut pas y avoir à la charge du salarié dans le cadre d'un tel litige et d'un tel contentieux la charge de rapporter la preuve de l'existence de cet accident. Il ne peut pas y avoir en tout cas de doute sur l'existence et la réalité de l'accident. Voilà ce qu'on peut retenir de cet arrêt. Eh ben, merci beaucoup Coralie. Je crois qu'il y a une question qui est en train d'arriver. On va attendre juste quelques secondes.
Sinon, on passe à l'arrêt suivant. On reviendra dessus On peut-être. reviendra. Allez, ça marche. Fabrice, je te laisse prendre la suite. Oui, je prends la parole sur ce suspense insoutenable de savoir si nous allons avoir une question. On va attendre de voir. Donc, je poursuis sur un sujet assez peu présent, mais pour autant extrêmement important en matière de travail temporaire. Il y a très souvent des litiges en requalification de missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée auprès, en particulier, de l'entreprise utilisatrice. Là, ici, la question qui est traitée par cette arrêt de la conciliation, elle est un peu moins présente devant les juges, mais elle est très importante néanmoins, c'est celle du droit d'action des organisations syndicales. Alors, pour comprendre, je parle de la base, et je rappelle donc que le Code du travail prévoit, et c'est tout le sujet de cet arrêt, un droit d'action propre aux organisations syndicales représentatives en matière notamment de travail temporaire. C'est-à-dire une organisation syndicale représentative peut saisir le juge elle-même sur ces types de sujets. Néanmoins, le Code du travail prévoit un process pour que cela puisse se faire. Alors, pour rappel, le Code du travail prévoit effectivement qu'une organisation syndicale représentative peut exercer en justice en faveur d'un salarié, au nom d'un salarié, une action sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, c'est là où c'est très particulier. Toutes les actions résultant de l'application du chapitre du Code du travail relatif au travail temporaire. Cependant, il faut que le salarié soit averti et qu'il dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir pour pouvoir éventuellement s'y opposer. Cette disposition légale a, dans cet arrêt, été utilisée par une organisation syndicale. Face à cela, autant l'entreprise de travail temporaire que l'entreprise utilisatrice, les entreprises utilisatrices d'ailleurs dans cette affaire, ont soulevé un argument d'irrecevabilité sur la base de ce texte, en disant que dans le cas précis, il y avait une irrecevabilité parce que il ressortait du dossier que les organisations syndicales, enfin l'organisation syndicale qui avait agi, n'avait pas procédé à cette information avant la saisine du juge, mais après la saisine du juge. À partir de là, il y a eu un débat devant la Cour de cassation, l'organisation syndicale disant ça n'est pas une formalité substantielle et de fond, c'est juste un problème de procédure qui n'avons pas respecté, et donc ça n'entraîne pas l'irrecevabilité. Et évidemment, à l'inverse, des arguments côté société, entreprise de travail temporaire et société utilisatrice, disant qu'effectivement c'est une formalité substantielle, puisque derrière l'idée de ce délai notamment de 15 jours pour que le salarié s'oppose à ce qu'on aille quand même parler en son nom devant le conseil de prud'homme, ça revient quand même à ça de manière concrète, eh bien c'est une particularité telle que oui, il faut respecter l'ensemble du texte et notamment le délai et le caractère antérieur par rapport à la saisie. La position de la Cour de cassation va dans ce sens. Et elle nous dit, je lis, ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné par une lettre recommandée avec avis de réception, adressée au plus tard le jour de l'instruction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre différentes mentions prévues par le Code du travail. Donc, confirmation de la Cour de cassation, c'est quand même un droit exorbitant qui est accordé aux organisations syndicales de venir parler devant un juge et agir au nom d'un salarié. Un process précis a été prévu par la loi pour cela, il faut le respecter, et notamment le caractère antérieur à la saisine de l'information donnée au salarié, à défaut donc irrecevabilité de l'action. Alors, vous voyez, c'est important d'avoir ces éléments en tête et ce que dit cet arrêt de la Cour de cassation en tête, parce que dans ce type de dossier, et je le disais, c'est pas tout le temps que le syndicat agit au nom du salarié, mais enfin, ça arrive, eh bien, il faut avoir en tête de vérifier
ces éléments-là, à côté desquels les syndicats peuvent passer en pratique, parce qu'ils font les choses un peu trop rapidement et que le dossier n'est pas tenu. Il y a donc un argument d'irrecevabilité, ce qui fait tomber tout le dossier, le juge déclarant les demandes irrecevables. Donc voilà, un élément quand même procédural, mais important en matière de travail temporaire à retenir sur la base de cet arrêt de la Cour de cassation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Je vois que nous avons des questions sur le sujet d'avant. Exactement. Oui, je suis en train de lire la question. Que se passe-t-il si l'employeur a connaissance d'une étude de reconnaissance de maladie professionnelle au moment de la sortie du salarié? Donc déjà, sur cet aspect-là, ça signifie qu'au moment où le salarié est licencié, l'employeur a connaissance de la démarche engagée par le salarié, c'est-à-dire pour se voir reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie, mais on n'a pas encore de décision de la CPAM. Alors, est-ce que ça peut remettre effectivement en cause les choses par la suite, c'est-à-dire si on l'a licencié avant d'avoir cette reconnaissance en termes de la perception des indemnités en ce qui concerne l'application du régime qu'on connaît dans le cadre de l'inaptitude professionnelle? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est de se positionner au moment où le licenciement est prononcé. Au moment où le licenciement est prononcé, les 3 conditions cumulatives pour retenir l'origine professionnelle, on est tous d'accord, ne sont pas réunies, puisque la maladie est à ce moment-là pas encore reconnue par la CPAM d'origine professionnelle. Soit vous vous positionnez en considérant qu'à cette étape-là, le salarié est consolidé dans sa maladie. Enfin, il y a tout un tas d'autres aspects qui vous pousseraient à retenir par connaissance en vous disant finalement, on sait qu'il y a potentiellement la reconnaissance qui va aboutir. Moi, employeur, je vais appliquer d'ores et déjà le régime. Ben, oui et non. Moi, je serais partante pour dire ne le retenez pas à ce moment-là, puisque ce n'est pas vous qui allez décider in fine si l'existence sera retenue ou pas de cette origine professionnelle. Donc, par voie de conséquence, au moment où vous licenciez la personne, vous allez le licencier de manière classique, vous n'allez pas appliquer le doublement de l'indemnité qu'on connaît. Mais par contre, je vous invite à le provisionner. Et si le salarié revient vers vous ultérieurement, ce sera effectivement l'occasion de régulariser les choses. Maintenant, au niveau du contentieux, on le voit aussi. Bien souvent, à ce moment-là, vous, employeur, vous soutenez le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance et qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer le régime protecteur dans le cadre de l'inaptitude. Et ce n'est qu'ultérieurement, au moment effectivement où il y a une procédure contentieuse ou préalablement, que vous pouvez régulariser les choses. Donc, je crois avoir répondu à la question. Si c'est pas le cas, faut me le dire. Mais pour moi, au moment où vous allez prononcer le licenciement, cette condition n'est pas réunie. Donc, vous avez connaissance, mais en même temps, il en manque une. Donc, voilà, je vous invite en tout cas à provisionner et à régulariser même postérieurement. Okay. Merci Coralie. Je vois que voilà, Fabrice a répondu aussi dans le chat. Voilà, Fabrice, Peter, le jour de l'introduction de l'instance. Alors, j'ai pas suivi les questions préalables, mais si c'est dans le... Ah oui, c'était par rapport à la... Par rapport à mon arrêt. D'accord, ok. Donc, je réponds, Laurent, j'espère avoir répondu. Oui, c'est bon, Laurent me dit que j'ai répondu. Donc, on a tous répondu. Allez, c'est très bien. On a tous répondu. On passe à l'arrêt suivant. Alors, arrêt suivant, pas mal sous le feu des projecteurs en ce moment au niveau de la thématique, c'est l'utilisation par l'employeur d'un élément qui est extrait d'une clé USB personnelle que le salarié aura connectée à l'ordinateur professionnel. Je dis que c'est sous les feux des projecteurs parce que effectivement, au niveau des arrêts rendus par les cours d'appel, il y a beaucoup d'appréciations, beaucoup d'incohérences, beaucoup de contradictions dans les positions des juges du fond. Bien souvent, on s'en aperçoit parce que tantôt, on va lire que le juge va se rattacher au code du travail pour dire que l'accès à l'employeur à des données personnelles via les clés USB ou autres éléments, hors la présence du salarié, peut être effectivement constitutif d'une atteinte à la vie privée du salarié dès lors que le salarié n'y aura pas assisté et que l'employeur aura connecté la clé USB sur l'ordinateur professionnel. Donc, de ce point de vue-là, on estime que l'employeur aura agi de manière disproportionnée et que c'est attentatoire à la vie privée du salarié.
Tantôt, dans d'autres décisions encore récentes, on s'aperçoit que le juge du fond, à l'inverse, va se rattacher à la CEDH, et en particulier à l'article 6 relatif au droit à un procès équitable, en tout cas à l'obtention ou à la production d'un moyen de preuve qui, sur le principe, serait discutable, mais en réalité serait ici légitimé pour dire finalement l'employeur peut produire des éléments obtenus de manière déloyale à partir du moment où la condition de proportionnalité à l'égard du but recherché est remplie. Donc, on a vraiment ces deux aspects. Dans cette décision-là, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, je vous invite à aller lire l'arrêt, parce que moi, je vais en faire une synthèse, mais c'est assez rare sur cette thématique d'avoir une rédaction, un contenu de décision très riche. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que la position du salarié est vraiment décortiquée. Il y a plusieurs moyens qui sont invoqués. J'ai sélectionné vraiment les principaux, mais vraiment, je vous invite à les lire. C'est très enrichissant d'un point de vue juridique. Alors, dans cet arrêt en particulier, la Cour de cassation vient nous dire de manière précise, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, d'apprécier si la preuve qui porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en soi, il dit, il faut que vous, juge du fond, vous mettez en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, c'est-à-dire le droit à la vie privée, pour finalement apprécier si c'est justifié ou pas que l'employeur puisse produire en justice pour sa défense des éléments qu'il aura obtenus par extraction d'une clé USB personnelle, donc du salarié. Cette mise en balance, elle est indispensable et pour ce faire, la Cour de cassation rappelle les exigences qui s'imposent au juge du fond, c'est-à-dire de venir analyser si les éléments dont la production est faite, effectivement, on reconnaît qu'elle porte atteinte aux droits du salarié, pour pouvoir dire qu'il s'agit d'éléments recevables en justice, il appartient donc au juge de dire si cette production est indispensable à son exercice et si l'atteinte, elle est effectivement proportionnée au but recherché. Alors ici, d'un point de vue factuel, il s'agissait d'une salariée qui avait été engagée en qualité d'assistante technique et elle occupait en dernier lieu des fonctions d'assistante commerciale. Elle a été licenciée pour faute grave en retenant en tout cas que plusieurs salariés avaient été témoins du fait qu'elle avait pu se connecter sur des ordinateurs portables d'autres salariés de l'entreprise que le sien. D'où le fait que c'est pas mal discuté finalement de dire oui, mais vous, employeur, vous finalement, vous n'avez pas trouvé la salariée, en tout cas, vous n'avez pas vu la salariée mettre sa clé USB sur son poste de travail. Toute la question de dire finalement, est-ce que vous pouvez lui rattacher les faits? Mais grâce au témoignage des salariés de l'entreprise, les éléments sont caractérisés pour dire que c'est bien cette salariée qui, au moyen d'autres ordinateurs portables, avait connecté sa clé USB personnelle pour pouvoir extraire des données hautement confidentielles de l'entreprise. Donc, tout l'objet de la discussion était là, parce que le moyen principal de la salariée, c'est de dire finalement, votre procédé est illicite, la preuve que vous avez des documents que effectivement elle avait copiés, ce n'est pas recevable. Elle tente à dire que la clé USB qu'elle est présumée utiliser à des fins, en tout cas à des fins personnelles, n'est pas de nature à rapporter la preuve, que l'employeur n'est pas en capacité de rapporter la preuve qu'elle a été connectée. Alors, c'est tout le sujet. Bon, elle dit, c'est vraiment précisé dans l'arrêt, elle dit en l'espèce l'employeur soutenait de manière vague que la clé USB litigieuse se trouvait lorsqu'il s'en est emparé, tantôt dans le bureau d'une salariée, puis sur son bureau de travail. Autrement dit, elle vient à dire que la clé, elle n'était pas connectée donc à l'ordinateur au moment où l'employeur a voulu faire un travail de recherche.
Autrement dit, c'est l'employeur qui aurait connecté la clé USB personnelle sur l'un des ordinateurs professionnels pour pouvoir apporter une légitimité à cette action. Sauf que, en défense, et c'est là où c'est assez pertinent, finalement, l'employeur dit, par les biais des témoignages, que cette salariée, à plusieurs reprises, a été aperçue, en tout cas sur l'ordinateur de l'une ou de l'autre des salariés, qu'elle a bien connecté sa clé pour extraire des documents qui appartiennent et qui sont exclusivement de la propriété de l'entreprise. Ensuite, effectivement, là où c'est pertinent, c'est qu'au moment de la découverte, l'employeur a mandaté un expert qui a bien fait une distinction, une dichotomie des documents qui relèvent de l'entreprise, qui ont une nature professionnelle, et des documents de nature personnelle qui n'ont pas été extraits, qui n'ont pas été du coup exploités ni lus, et que dans le cadre du litige, la seule chose qui est produite, c'est la preuve que la salariée détenait bien sur sa clé USB des données qui appartiennent à l'entreprise et qui sont hautement confidentielles. Et sur cette base-là, la Cour de cassation a retenu que l'employeur démontrait qu'il existait des raisons concrètes, des raisons qui viennent justifier qu'il a pu opérer un contrôle sur cette clé USB et que l'établissement du greffe à l'égard de la salariée était plein, était caractérisé, puisque ici, tout en utilisant cette preuve-là, l'employeur s'est borné, comme je vous le disais, à produire les données strictement professionnelles. Donc, on a, dans ce jeu de balance, considéré que l'employeur était recevable à produire ces pièces de manière à pouvoir défendre sa position dans le cadre de la contestation du licenciement, tout en étant cantonné dans ce caractère de proportionnalité vis-à-vis du but recherché, qui était ici la confidentialité des affaires. Donc voilà un arrêt intéressant. Je vous invite encore une fois à aller le lire, puisqu'il y a d'autres moyens qui sont alors, un peu moins riches par rapport à la thématique, mais qui sont tout aussi intéressants dans le cadre d'un tel litige, puisque de plus en plus on est amené à devoir se défendre sur ces aspects-là. Merci Coralie. On a une question. En l'occurrence, il y avait des témoignages des autres salariés donc la clé USB n'était qu'une preuve complémentaire et donc pas nécessairement indispensable. Quel expert l'entreprise a-t-elle mandaté? Est-ce que c'était un huissier? Oui. Alors la seule chose qui n'est pas j'imagine. La seule question, moi, qui m'est venue en lisant au niveau de la procédure, c'est j'imagine que l'expert a été mandaté avant. En tout cas, c'est pas précisé, mais c'est sur la base des témoignages qu'effectivement le licenciement reposait. Et en termes dans le cadre de la défense au niveau du litige devant le Conseil de prud'homme, très rapidement, l'employeur avait effectivement dit qu'il avait fait appel à un expert. Donc là, c'était un huissier, effectivement. Ok. Merci, on peut passer. Pour compléter, très souvent, les huissiers se font accompagner d'informaticiens. Et donc en réalité, c'est effectivement l'huissier que l'entreprise mandate. Et l'huissier, lorsque nécessaire, vient avec un professionnel compétent pour l'aider à faire les constatations que l'huissier va traduire dans son constat. Je poursuis avec le sujet que je dois vous présenter, qui est totalement différent, puisqu'on parle là de licenciement économique, et plus précisément de la question des mentions que l'on doit retrouver dans l'offre de reclassement, dans le cadre de la recherche de reclassement, opérée donc dans un cadre de licenciement économique. Alors, pour rappel, nous avons à ce sujet des dispositions légales, plus précisément des dispositions dans le Code du travail, puisque c'est un article D, donc c'est un article réglementaire, D 1233-2-1 pour ne pas le nommer, qui énumère l'ensemble des mentions et des informations qui doivent être délivrées aux salariés dans le cadre d'une offre de reclassement en matière de licenciement économique.
Cet article prévoit que l'offre de reclassement doit indiquer l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et enfin la classification du poste. Alors, je le rappelle parce que c'est très souvent oublié par les entreprises. Cette disposition du Code du travail, elle est très souvent oubliée, de telle sorte qu'il en manque dans l'offre de reclassement qui est faite. Et parfois même, on en est très loin, comme dans cette affaire, dans le cadre de laquelle nous avons dans l'arrêt la retranscription précise de la terminologie employée dans l'offre de reclassement adressée aux salariés. On lui avait proposé, je cite, un poste de magasinière à, alors là il y a le nom de la ville, avec reprise de votre ancienneté et au même niveau de rémunération. Alors, quand on lit un courrier, je dirais, sans faire de droit et de manière commune, on peut dire, bon bah ok, on lui dit qu'on reprend son ancienneté, qu'on va la payer pareil et que le poste est magasinière. Dont acte. Cependant, une offre rédigée comme ça apparaît incomplète par rapport aux mentions énumérées dans le Code du travail et que je viens de lire. Quelle est la position de la Cour de cassation à ce sujet ? Eh bien, elle est très stricte, très ferme, puisque la Cour de cassation considère qu'une telle rédaction qui ne répond pas aux exigences du texte et qui ne contient pas du tout toutes les mentions, la Cour de cassation note ici que la proposition est aisante sur l'adresse de l'entreprise, son activité et la classification du poste en particulier. Eh bien, la Cour de cassation considère que cette offre mal faite de reclassement caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Autrement dit, il n'a pas fait correctement sa recherche de reclassement et son offre, et, ça va jusque-là, prive du coup le licenciement de causes réelles et sérieuses. Donc, point de vigilance très important avec cet arrêt. Jusqu'à présent, à ma connaissance, les choses n'avaient pas été dites aussi clairement par la Cour de cassation sur la base de ce texte, et c'est vrai, comme je l'évoquais, qu'en pratique, on voit parfois des offres qui ne sont pas complètes dans le sens où elles ne reprennent pas précisément tout ce qui est prévu par le texte. Et très souvent, il n'y a par exemple pas le descriptif précis du poste, le descriptif du poste, et très souvent le nom de l'employeur. Je le dis parce que quand on fait un reclassement en matière économique, l'employeur doit rechercher un reclassement interne, c'est-à-dire dans la société, mais aussi externe, en tout cas dans le groupe auquel la société appartient sur le territoire national. Quand on propose un reclassement dans le groupe, très naturellement, on va dire, vous serez salarié de la société Intel du groupe. Mais lorsqu'on propose un reclassement dans la société, c'est vrai que on n'a pas forcément un réflexe quand on rédige, qui est de mettre le nom de la société, puisque c'est la même que celle qui emploie le salarié au moment du licenciement économique. On lui propose juste un autre poste dans la même société. Et bien attention, parce que cet arrêt de la Cour de cassation souligne quand même la rigueur du regard des juges en la matière, et donc on peut se dire que l'absence du nom de l'employeur, alors même pourtant que ce serait le même, pourrait être de nature à être utilisée par le salarié pour remettre en cause la bonne réalisation de l'obligation de reclassement, et donc son licenciement, uniquement pour une question de mention d'information. Donc attention, point de vigilance, en cas de restructuration, de licenciement économique, il faut absolument que vous pensiez à faire des offres de reclassement libellées comme le prévoit le Code du travail, sinon licenciement sans cause. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Oui, il y en a une. Est-ce que les mêmes règles s'appliquent dans l'hypothèse d'un reclassement suite à inaptitude par extension ? Alors, on ne peut pas répondre par l'affirmative de manière absolue aujourd'hui. Cependant, moi personnellement, je fais exactement la même chose. Parce que l'idée derrière la règle du Code du travail, et d'ailleurs le terme est repris par la Cour de cassation, c'est que l'offre soit précise. Et donc, je me dis que si effectivement le Code du travail, s'agissant des licenciements économiques, considère qu'avec ces informations-là,
l'offre est précise, un juge va avoir du mal, même si on n'est pas dans un licenciement économique, mais dans un licenciement pour inaptitude, de nous dire qu'elle n'est pas précise si on a repris les mêmes mentions. Donc, ma position, effectivement, c'est de faire exactement la même chose dans toutes les situations de reclassement, et donc notamment dans le cadre d'un reclassement lié à une inaptitude. Ok. Eh ben merci. Eh ben on peut passer au dernier arrêt. Et un peu de sécurité sociale dans cette actualité en ce qui concerne les mises en demeure que l'URSSAF notifie suite ou pas à un contrôle. Mais là, en l'occurrence, dans cet arrêt, il s'agissait d'une mise en demeure transmise à l'entreprise suite à une opération de contrôle qui portait donc sur des années antérieures, 2013-2015. L'apport de cet arrêt est dans le titre, pour autant on va un petit peu le développer. Alors, dans cet arrêt, le cœur du sujet, c'était de savoir si finalement, lorsque la mise en demeure notifiée est, bien que régulière, est nulle, pour X ou Y raison, on va y revenir, est-ce que dans le cadre d'une instance, est-ce que dans le cadre d'une procédure judiciaire, le tribunal est en capacité de dépasser la nullité de la mise en demeure et de retenir dans le cadre de l'examen au fond des chefs de redressement contestés, est-ce qu'il a la capacité d'examiner le bien fondé des redressements pour finalement condamner l'entreprise, puisqu'ici, l'URSSAF avait reconnu que la mise en demeure était nulle, mais dans le cadre de cette procédure, l'URSSAF avait formulé une demande reconventionnelle. Alors, c'est assez surprenant, mais la Cour d'appel a validé le redressement et a condamné la société à payer à l'URSSAF une certaine somme en retenant qu'effectivement, s'il n'était pas contesté par les parties que la mise en demeure était nulle, et subséquemment la contrainte qui avait été notifiée par la suite avait aussi été déclarée comme étant nulle, la Cour d'appel dit il convient toutefois d'examiner la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF, ajoutant que les redressements étaient bien fondés et que dès lors, les deux chefs litigieux étaient justifiés. C'est assez surprenant. Alors, en réponse, la Cour de cassation ramène le juge du fond tout simplement à la lecture stricte des dispositions issues du Code de la sécurité sociale, en rappelant, ce sont vraiment, tel que c'est rédigé, ce sont vraiment les apports de cet arrêt. La Cour de cassation dit qu'il résulte bien des textes du Code de la sécurité sociale que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que dans la même instance, l'organisme de recouvrement puisse poursuivre le paiement des sommes qui en font l'objet. Autrement dit, l'URSSAF n'a pas la capacité, n'est pas habilitée, elle n'est pas recevable d'ailleurs tout court, à formuler une demande reconventionnelle pour contourner la difficulté de la nullité de la mise en demeure. Donc, voilà l'apport de cet arrêt. Il faut le savoir parce que en début de semaine, j'étais au pôle social, j'en discutais avec le conseil de l'URSSAF, qui me disait que là, on discutait de cet arrêt en l'occurrence, que je lui disais c'est quand même surprenant, l'URSSAF reconnaît, mais contourne, elle me dit effectivement, mais comme il y a plusieurs cours d'appel qui suivent la position de l'URSSAF, finalement, l'URSSAF continue de tenter cette stratégie de défense. Donc, il faut l'avoir en tête pour pouvoir couper court à cette position de l'URSSAF et à pouvoir se défendre naturellement et éviter des condamnations lorsque le dossier est entre les mains du pôle social devant le tribunal judiciaire. Voilà pour cet arrêt. Tout simple. Eh bien, merci beaucoup, Coralie. Tellement bien présenté. Tout simple. Il n'y a pas eu de questions. Donc, il y a Fabrice qui a mis des éléments dans le chat si vous avez besoin de plus d'informations. Oui, n'hésitez pas. Vous savez que nous fonctionnons essentiellement par abonnement, même si c'est rien d'obligatoire, effectivement. Mais je me permets de le souligner, pardon Géraldine, parce que pour nous, c'est une vraie méthode d'accompagnement. Ça nous permet de bien connaître les entreprises qui sont abonnées au cabinet et donc de les conseiller, d'être force de proposition, de travailler en profondeur sur
leur gestion des ressources humaines et ça permet côté entreprise d'étaler le coût et de le budgéter pour une année complète. Donc c'est une formule qui est en général assez appréciée. Parfait. Ben, merci beaucoup Fabrice. Je mets dans le chat le lien pour le prochain webinar qui aura lieu le 12 décembre. Et pour information, en 2025, alors on continue notre partenariat avec Capstan évidemment, et on fera un webinaire en janvier, et après il y en aura 2 autres qui seront positionnés dans l'année, et il y aura 2 actualités sociales par mois. Donc voilà, c'est le nouveau format qu'on aura à votre disposition pour 2025. Je vous laisse vous inscrire pour le prochain webinaire en décembre, et puis n'hésitez pas à contacter Fabrice et Coralie si vous avez des besoins. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.